Hello, ça fait bien longtemps qu'on s'est pas vu. Donc évidemment, tout d'abord, je vous souhaite la bonne année. Et on va faire un bilan culturel parce que là, pour le moment, c'est ce qui est de plus pratique pour moi à monter, filmer, etc. Parce que la préparation du déménagement a commencé et c'est... je vais vous montrer à quoi ressemble mon appart actuellement. Quand je vous dis que je ne peux pas filmer dans le fond habituel, je vous laisse constater le désordre. Voilà, mais en vrai, c'est rangé en fait, à peu près. C'est juste que y a tous les cartons dépliés à monter, il y a les cartons qui commencent déjà à être faits, etc. Parce que forcément, en reprenant le boulot, j'aurai moins de temps. Donc là, j'en profite de pas avoir encore trop repris. C'est le bazar. Il y a des trucs vintage à prendre en photo aussi, là, sur le dossier du mini canapé, bref. Voilà. Donc c'est pour ça que je filme ici et pas à l'endroit habituel, parce que vous l'avez bien vu, c'est pas possible en fait. Voilà, c'est un endroit condamné dans l'appart. Du coup, je préviens tout de suite, il risque d'avoir des irrégularités là sur la chaîne, parce que je combine les révisions, mon travail, le déménagement. Et j'ai pas beaucoup de jours en commun avec mon copain pour qu'on bouge des trucs, qu'on prévoit des trucs, qu'on aille chercher des meubles, qu'on récupère des meubles, etc., etc. Donc c'est des jours où je pourrais pas filmer. Donc il risque d'avoir des irrégularités. J'en profite aussi pour faire une petite pub pour mon Vinted, parce que qui dit déménagement dit gros tri. Je l'ai fait sur Insta mais je l'ai pas fait ici. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y a des vêtements, des chaussures, des livres évidemment. Je me débarrasse aussi de mes magazines Beaux-Arts, donc pareil si ça vous intéresse, et j'essaye de faire des prix quand même petits. Je peux être arrangeante sur les offres, mais dans la limite du raisonnable quand même, parce que en fait ça me permet de payer des trucs pour le déménagement. On va pas se le cacher, hein, voilà. Et voilà, globalement, là, je pense janvier, février, peut-être début mars. Je vais mettre une timeline un peu large. Ça risque d'être un peu le bazar là sur la chaîne. Ouais. Et bref. Et la vidéo du 24 qui n'est pas sortie sortira ce mois-ci, j'espère. Je me donne comme objectif de le sortir en janvier pour pas que ça tarde de trop. Je peux peut-être déjà vous annoncer le thème. Ça sera Dilili à Montmartre, et du coup on va beaucoup parler Montmartre, hein, forcément, donc cabaret, Moulin Rouge, tout ça. Donc voilà, je vous fais un petit teasing. Je m'excuse de pas avoir pu la sortir le 24, mais du coup pour les fêtes de fin d'année je m'étais un peu mal organisée et tout, et j'ai eu la grippe. Voilà, comme beaucoup de Français, j'étais au bord de la mort dans mon lit, en train de décéder pendant toutes les fêtes de fin d'année. Voilà, donc comment vous dire que ces vacances étaient vraiment super fun, et je n'ai absolument pas pu préparer des trucs à l'avance en fait, hein, tout simplement. Voilà, un pur bonheur. Mais sur une meilleure note, on va commencer ce bilan culturel qui du coup va retracer un peu ces derniers mois, excepté quand j'étais au Japon, parce que je vous prépare des vidéos spéciales pour ça. Donc bref, on va commencer avec les films, comme d'habitude. Alors, dans l'avion, pour aller au Japon, j'ai regardé quelques films, pas tout. J'ai commencé beaucoup de choses sans les finir. Actuellement, ça fait 3 mois que je dois les finir, c'est toujours pas fini. Mais on va commencer par Challenger, qui est du coup une histoire de tennis. Mais une histoire de relation, une histoire de compétition entre tennismen et women. Je dis tout de suite, j'ai pas trop aimé. En fait, je crois que j'ai pas tant que ça aimé le plot, que j'ai pas tant aimé le rythme. La BO était cool, mais ça m'a pas... Enfin, je l'ai pas trouvé si ouf. Je dirais que j'ai passé du bon temps,
mais ça m'a pas transcendé, j'ai pas apprécié de ouf. Globalement, on suit 3 personnages, donc 2 garçons et une femme, qui sont tous les 3 des tennisman et woman, et qui, pour certains, sont plus ou moins les stars dans leur sport, etc. Et il y a une espèce de triangle amoureux entre les 3. Vraiment, ça se sent juste au résumé que je suis pas très enthousiaste face à ce film. Mais en soi, je comprends pourquoi ça a pu plaire et tout. La photographie est plutôt cool, hein, par exemple, dans le film. Mais en fait, l'histoire m'a pas parlé. Et en plus, le tennis, c'est pas un truc qui me botte, même si c'est au cœur du film, mais si tu connais rien en tennis, c'est pas bien grave. Et ouais, j'étais un peu déçue, je crois. Et sinon, j'ai regardé un autre classique, Le Diable s'habille en Prada, que tout le monde connaît. Si vous ne l'avez jamais vu, allez-y. C'est un classique de la pop culture quand même, où du coup on suit cette jeune journaliste sortie d'école qui cherche un job, qui a quand même de bons diplômes, de bons résultats, un bon CV, et qui se retrouve à candidater pour globalement être chez l'équivalent de Vogue. Non, c'est Vogue. C'est Vogue dans le film, ou c'est pas Vogue? Ou c'est un autre nom? Je crois que c'est un autre nom. Et sauf qu'elle a aucune appétence pour la mode, elle dénigre un petit peu ceux qui aiment la mode, etc. Elle comprend pas trop l'intérêt. Mais voilà, ce job va lui ouvrir les yeux sur certaines choses, peut-être qu'elle va y prendre un peu plus, peut-être qu'elle va y prendre goût, etc. Enfin bon, bref, franchement un petit classique qui passe toujours très très bien et que je vous recommande. Sinon, le dernier film que j'ai vu, c'est The Substance, qui va raconter du coup l'histoire d'une actrice animatrice télé, et notamment qui faisait je sais plus comment ça s'appelle, de l'aérobic, ouais, à la télé, qui était vraiment dans sa jeunesse, étoile montante, grande star, etc. et qui là a atteint un certain âge. Et comme on le sait, quand une femme, surtout qui travaille dans le showbiz, atteint un certain âge, eh bien on la considère comme périmée, alors qu'un homme c'est pas forcément le cas, voire pas le cas du tout. Donc ça va parler de ça, et The Substance, c'est justement un espèce de procédé médical, on va dire ça comme ça, où vous injectez une substance qui va faire naître de vous une version améliorée de votre personne, plus belle, plus jeune, plus pétillante, plus sympa, etc., etc. Et il faut faire très attention à l'équilibre, parce que si on ne respecte pas l'équilibre, il y aura des conséquences sur l'un des deux corps. Donc en fait, c'est une espèce de garde alternée où pendant 7 jours, vous avez votre apparence habituelle, et pendant 7 jours, c'est l'autre corps qui prend le relais, donc le corps de la version améliorée. Sauf que on s'en doute très vite que l'équilibre sera peut-être menacé, etc. Et c'est un film, moi, que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé intéressant sur justement le traitement de ces questions, hein, de l'agisme, du vieillissement des femmes, des dictats de la beauté, etc. De jusqu'à où on est prêt pour rentrer dans ces cases, mais en même temps subir cette pression, etc., etc. Enfin bon, bref, c'était vraiment bien, moi j'ai bien aimé. Juste attention, je dirais, pour les plus sensibles, il y a quand même des scènes qui ne sont pas censurées, et enfin c'est vraiment un film tout en corporalité, donc on voit des actes médicaux quand même un peu, voilà, ou des transformations qui peuvent être impressionnantes pour les plus sensibles. Donc je préfère prévenir, c'est pas forcément le film le plus gore et trash que j'ai vu de ma vie, mais ça peut être impressionnant, donc je préfère prévenir pour les plus sensibles, mais j'ai beaucoup aimé, je vous recommande. Sinon, niveau série, j'ai revu la saison 1 de The White Lotus parce que j'ai décidé en fait de faire la propagande auprès de mon frère et de le forcer à regarder la saison 1 au moins. Voilà. Donc The White Lotus, c'est une série
qui est une espèce de satire de différents personnages qu'on peut rencontrer dans la vie. Et ce sont des personnages généralement riches qui vont dans des resort hotels, donc le White Lotus, aux quatre coins du monde. La première saison se déroule à Hawaï, me semble-t-il. Oui, c'est ça, à Hawaï, parce que ce sont des Américains, donc voilà, ils vont à Hawaï pour avoir leurs vacances de rêve sur des plages de rêve. Et on va avoir différents personnages, donc l'ado qui se dit woke mais qui l'est pas forcément et qui se rend pas forcément compte de ses privilèges. On va avoir le père qui a des espèces de daddy issues et qui est un peu chum, un ado totalement obsédé par ses écrans et qui ne voit pas l'intérêt de ses vacances ou de profiter un peu des infrastructures qu'il y a dans l'hôtel. On a le couple qui vient tout juste de se marier. On a Tania qui est vraiment un personnage à elle toute seule et qui... Non, je ne dirai rien parce que ça spoil pour des trucs, mais vraiment qui est juste un personnage à elle toute seule, elle est iconique. Bref, on a le gérant de l'hôtel qui a cette façade d'être toujours heureux et toujours ravi d'aider ses clients, mais qui est en fait en plein burn-out. Enfin bon, bref, il y a tous ces personnages-là. Et on va dire chaque saison va avoir un peu des thèmes prédominants, on va dire. Mais j'oublie aussi de dire un truc quand même important, c'est que chaque saison commence avec un corps mort retrouvé et dans tous les personnages qui sont présents on ne sait pas qui est mort, voilà, et toute la saison on va les suivre jusqu'au moment de la mort. Et donc en fait pendant toute la saison le fil rouge qui nous tient pour regarder les épisodes, c'est de savoir comment on en est arrivé là et qui est décédé, parce qu'on n'a pas non plus l'identité, qui est décédé, comment on en est arrivé là, etc. Et vraiment ça marche très très bien et je ne saurais que vous recommander. Et la saison 2 se passe en Sicile, voilà, si ça vous intéresse. Je conseillerais quand même de commencer par la saison 1 parce que dans la saison 2 on va retrouver certains personnages qui ont eu une relation qui s'est développée dans la saison 1, donc c'est important, c'est mieux de regarder la saison 1 pour comprendre après dans la saison 2. Donc voilà, et sinon j'ai regardé la saison 2 de Lydia Poète, qui est une série italienne. Donc on est plutôt 19e en Italie, on est à Milan je crois. Je sais plus pour la ville, mais je crois qu'on est à Milan. Et on suit Lydia Poète, première femme avocate d'Italie, qui résout des affaires, etc. Dans cette saison 2, je vais pas trop m'étaler pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1, mais en tout cas les fils rouges de l'histoire en dehors des enquêtes continuent de se développer. On a des complots peut-être un peu plus gros dans cette saison 2 et j'ai trouvé que la fin c'était bien et qu'ils n'ont pas choisi la facilité et j'ai trouvé ça très appréciable. Et je vous recommande fortement cette série parce que en plus de ça, alors les costumes ne sont pas historiquement corrects, parce que vous allez voir les tenues de Lydia Poète, mais c'est magnifique, les tenues qu'elle a. Juste pour ces tenues, déjà je vous recommande d'aller voir. Et puis voilà, on est en Italie 19e, enfin il y a quand même de beaux bâtiments, de belles œuvres d'art, vraiment de belles choses. Et vraiment c'est une série que je vous conseille vraiment. Je vous avais déjà conseillé la saison 1, donc là la saison 2, allez-y. Donc ça sera tout pour tout ce qui est série, etc. Tout ce qui est expo, visite de monuments, etc. Forcément ça sera dans les vidéos spéciales pour le Japon. Et sinon en France j'ai pas fait d'expo depuis un moment parce que pas le temps et malade. J'avais prévu en descendant chez mes parents de faire des visites, d'être en mode recherche de l'histoire de l'Occitanie, etc. Je n'ai pas pu, la grippe, je pouvais pas sortir de mon lit. Donc on va pouvoir passer à toute autre chose, les livres. Parce que du coup, parce que là, du coup, en faisant mes cartons et tout, j'écoute énormément de livres audio. Et comme j'ai pris le train, j'ai lu aussi. Donc voilà.
Alors, on va commencer d'abord par le seul graphique qui est la suite du manga My Dear Detective. Je vous avais parlé du tome 1 et du coup j'ai lu le tome 2 et 3. Que j'ai reçu à Noël en fait, tout simplement, voilà. Mais en fait je suis un peu déçue parce que je vous avais dit qu'à la fin du tome 1, j'avais l'impression que s'établissait un fil rouge, en plus des petites enquêtes qui vont faire tout au long de l'histoire. Et en fait, c'était pas du tout un fil rouge, c'était juste une autre enquête qui s'est finie aussi très vite. Et ensuite, le reste des tomes, c'est un enchaînement de petites enquêtes, plus ou moins importantes, plus ou moins intéressantes aussi. Et le seul fil rouge, c'est un petit peu le développement de la relation entre la détective et son apprenti, on va dire. Mais même ça faisait... Enfin, ils l'ont présenté aussi comme une affaire parce que, voilà, il vient d'une famille un peu particulière. Enfin bon, bref, je vous passe les détails. Mais j'ai été déçue parce que, en fait, toutes les affaires se finissent très vite. C'est plus des petites nouvelles ou des petits sneak peek de nouvelles d'enquête. Et en fait, c'est pas très développé et ça va pas si loin. Du coup, je pense, voilà, c'est fun à lire peut-être si tu passes en biblio et tout. Mais je pense pas que j'achèterai la suite, quoi. Mais c'est des lectures divertissantes et tout, mais en fait, il y a un goût de pas assez. Il manque des choses, il manque des développements, les affaires vont trop vite. Bon, parfois, il n'y a pas besoin de développer plus que ça, parce que c'est des petites affaires de la vie quotidienne, on va dire. Mais j'ai été super déçue parce que j'avais beaucoup d'espoir et que après le tome 1, je pense qu'on aurait pu faire une affaire beaucoup plus développée, beaucoup plus grande, beaucoup plus poussée, et du coup j'ai été un petit peu déçue. Voilà. Sinon, on va continuer. On va continuer sur les déceptions, c'est super. J'ai écouté Le sang et la cendre. Je ne sais même plus de quoi ça parle, pour tout vous dire. J'ai arrêté 10 chapitres avant la fin parce que là j'étais en mode l'histoire ne m'intéresse plus, tout est un peu prévisible, etc. Ah oui, je me souviens, c'est bon, c'est la pucelle. Je me souviens. Ensuite, je vous préviens, à part pour les 2 derniers livres, j'ai oublié tout... Non, à part pour 3 livres, j'ai oublié tous les noms. Ce qui est à peu près normal parce que les seuls 3 livres où j'ai retenu les noms, c'est ceux qui m'ont le plus plu, donc forcément ma mémoire est un peu mieux. Mais donc, Le sang et la cendre, ça parle d'une jeune fille qui est dans un royaume où on la surprotège, où elle est un peu enfermée dans une cage dorée, et on l'appelle la pucelle, machin, parce qu'elle serait l'élue du dieu de ce royaume. Je vais vous lire un résumé parce que je suis au bout de ma vie. Genre, là, mon cerveau, il ne marche plus. Alors, choisie à la naissance pour inaugurer la nouvelle ère de son royaume, Poppy n'a jamais vraiment été maîtresse de sa vie. Récluse et surprotégée, son existence se résume à attendre inlassablement le jour de son ascension, qui fera d'elle la garante de l'avenir du royaume. Mais veut-elle vraiment de cette destinée ? Son cœur n'aspire qu'à se venger de ceux qui ont causé son malheur, et quand Hawke, appelé à devenir son garde personnel, fait irruption dans sa vie, tout ce qu'elle tenait pour acquis vole en éclats. Est-elle prête à se mettre les dieux à dos et à risquer la vie de milliers de gens pour satisfaire ses ambitions ? Bref, en gros, ça va être quand même une cour où il y a quelques complots, etc. Mais j'ai trouvé que... En fait, déjà, je me suis pas attachée à la romance qu'il y a entre les 2 personnages. Je trouvais que tout était prévisible, que ce soit les espèces de petits plot twists, complots de cour, la relation avec l'ennemi, etc. J'ai trouvé ça extrêmement prévisible, en fait. J'ai été super déçue. Et en plus, Hawke, qui est du coup le protagoniste masculin, me cringe. Voilà, je vous le dis tout de suite. J'ai filmé Là, je suis en train de filmer le vlog... du mois de janvier pour le vlog concours, du coup je vous parle un petit peu de ce que j'écoute. Clairement, quand un personnage masculin appelle un personnage féminin princesse, ça me cringe tout de suite. Ça me cringe, je peux pas. Vraiment, j'ai des hauts le cœur. Je sais que ça peut plaire à certaines, mais moi vraiment je peux pas. Genre, pour moi, je peux pas le prendre premier degré, j'y arrive pas.
Et Hawk me cringe, je l'aime pas. Poppy, je suis en demi-teinte, je l'aime pas trop non plus. Donc forcément, plus le fait que du coup, je trouvais que tout était prévisible. Bah ça va pas, ça passe pas. Et du coup, j'ai arrêté avant la fin. Voilà. Donc on va continuer avec 2 autres bouquins, je vais en parler en même temps parce que vous allez comprendre pourquoi. C'est la suite de la saga Season de Morgane Moncomble. Donc j'ai écouté Un printemps et Un été pour je ne sais plus quoi, voilà, j'ai pas retenu. Là ça va être compliqué parce que c'est pareil, j'ai pas retenu les prénoms des personnages. Mais du coup dans Un printemps pour on suit, je crois qu'elle s'appelle Nolia. Je crois que c'est ça, qui est une mère célibataire, un peu en dèche, qui vit à Amsterdam et qui est fleuriste, mais son magasin risque d'être un petit peu en péril, etc. Elle vient d'une famille très riche, mais pour certaines raisons, elle a plus trop de contact avec ses parents, et ou du moins, elle peut pas leur demander un service ou de lui donner un petit peu d'argent pour remonter la pente. Et de l'autre côté, on a, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est à l'origine d'une application d'escorting et de rencontres, enfin bon bref, qui est super riche, super beau, machin, bon il est un peu cliché quand même, on va pas se le cacher, mais il a besoin un peu de redorer son image publique après un scandale. Et du coup, Nolia va accepter par divers concours de circonstances un mariage arrangé avec lui. Et ça sera leur secret et personne n'est au courant, évidemment, que c'est un mariage arrangé. Évidemment, c'est une romance, donc vous vous en doutez, ça va déraper. Ça reste, encore une fois, assez prévisible. Mais dans ces livres-là, ça me dérange pas parce que en fait, je sais ce qu'on me vend en fait comme histoire. Je sais que ça va être une romance assez divertissante, sympatoche, facile à lire, sans prise de tête. Et quand tu bosses et quand tu fais des cartons, franchement, c'est tout ce que je demande. Et c'est toujours un plaisir en vrai d'écouter et de lire ces livres-là. Parce que voilà, franchement, ça se lit super facilement. Les pages, elles se tournent toutes seules. T'as quand même envie de savoir comment ça va se passer, même si tu te doutes un peu de comment ça va se passer. C'est toujours très sympa. Et après, dans Un été pour je ne sais plus quoi, on suit... je ne sais plus comment elle s'appelle, parce que j'ai un peu moins aimé, je crois, celui-là, qui se retrouve à partir... Je n'ai plus le terme technique, mais globalement... sa meilleure amie, au lieu de faire une lune de miel avec son compagnon, a décidé de faire une espèce de lune de miel avec tous leurs meilleurs amis et de parcourir l'Italie. Ça, c'était sympatoche. Un peu d'Italie, etc. Évidemment, c'est pas genre des guides touristiques de ces pays, etc. C'est plus pour avoir un cadre, mais c'est pas... Enfin, il n'y a pas de recherche ultra développée sur la culture de tel ou tel pays, quoi. Mais du coup, lors de ce voyage, elle retrouve son ex, avec qui ils ont quand même traversé des épisodes plus ou moins traumatiques. Je vous laisserai découvrir ça là-dedans. C'était son premier amour. Enfin... Pour les deux, ils étaient pour l'un et l'autre leur premier amour. Et du coup, on est sur un trope seconde chance, mais trope que je ne pensais pas aimer. Que, au vu de comment se déroule le livre après, c'est un trope que j'aime pas trop. Voilà. Mais le développement qu'il y a dans le livre fait que là, j'ai bien aimé. Mais je peux pas vous en dire plus. Mais voilà, c'était très sympatoche, etc. Ça parle de sujets quand même importants, mais là, si je vous en parle, ça spoil certains trucs. Après, est-ce que c'est si grave que ça de spoiler des trucs ? Mais en tout cas, ça parle de l'envie ou non d'avoir des enfants quand on est une femme, ce genre de sujet. Ça parle du fait d'avoir grandi et de plus être les mêmes personnes, etc., etc. Bref, divers sujets. Mais franchement, ces livres-là, c'est toujours... c'est sympatoche. Franchement, c'est sympatoche. Quand même, je suis en train de me dire, que je vous ai pas dit, mais le sang et la... J'essaye de me rappeler. Le sang et la cendre... Est-ce que c'est pour un public averti ou pas ? Je ne sais plus s'il y a des trucs un peu trash
et sexuel, mais en fait, j'ai vraiment aucun souvenir de ce livre, c'est catastrophique. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire pour les plus jeunes. Un été et un printemps, là, plutôt pour public averti, parce que c'est de la new romance, etc. Blablabla. Donc si vous êtes au collège, par exemple, non, on ne lit pas ces bouquins pour le moment. Voilà, vous attendez d'être un petit peu plus grand. Et ensuite, on va parler d'un livre que j'ai bien aimé et qui, je pense, est accessible pour tous. Je réfléchis. Il y a quelques scènes de combat, mais ça va, je crois, dans mes souvenirs. C'est l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, que j'ai enfin fini. Wouh. Et ben j'ai bien aimé, c'était très charmant. Le bouquin a pris une tournure où je m'y attendais pas. Donc j'ai fortement apprécié. Donc on suit Emily Wilde, qui est une chercheuse en féerie, qui étudie les fées, etc. et qui a pour projet d'avancer sur ses recherches et de faire une encyclopédie féerique, d'où le titre. Et elle se retrouve dans un village, dans les tréfonds d'un pays nordique, dans la neige, un peu paumée dans un village, etc. Et elle se retrouve nez à nez avec son rival universitaire, qui est charmant, qui est très sociable, etc. Tout le contraire d'Emily Wilde, qui est extrêmement studieuse, un peu renfermée sur elle-même et qui a pas forcément les codes sociaux, on va dire. Du coup, ils vont, s'allier pour les recherches. Ce que j'ai bien aimé, c'est que du coup, le gars n'arrive pas comme un prince blanc en mode « Oh, je vais t'aider pour tes recherches, mais en fait, je vais faire toutes tes recherches, etc. » Et en fait, toi, tu ne sers à rien. Au contraire, les deux ont une belle complémentarité dans leurs recherches. Moi, il y avait une vibe universitaire, il y avait une vibe carnet de recherche et tout, donc moi, ça forcément, ça me plaît, moi j'adore. Mais le livre va prendre après un aspect beaucoup plus fantastique, parce que forcément, il y a un moment, ils vont trouver des fées, donc il va se passer certaines choses. Et je ne m'attendais pas à ça. Voilà, donc franchement très très cool, une très bonne lecture pour l'hiver, puisque là, il y a de la neige à foison quand on lit le bouquin. Et vraiment, je l'ai vraiment bien aimé, donc je vous le conseille. Ensuite, on va repasser sur de la romance, de la new romance, avec Love Theoretically. Bref, vous avez l'image. Pareil, évidemment, je vous montre pas les tomes que j'ai parce qu'ils sont emballés dans mes cartons, mais bon, bref. Donc ce bouquin-là, c'était en audio. Donc c'est le 3e tome de Ali Hazelwood, qui fait des romances dans le milieu scientifique, universitaire scientifique. Enfin, scientifique, c'est un peu large, mais genre sciences dures, et en fonction des tomes, c'est différents types de sciences. Là, on est avec des physiciens. Alors, je vous avoue que je comprends pas tout ce qu'ils racontent parfois, parce que moi, la physique, c'est pas ma vibe, mais ça dérange pas à la compréhension de l'histoire, hein. Franchement, il n'y a pas de souci. Tu comprends si c'est positif, négatif, si c'est vraiment, je sais pas, une découverte phénoménale ou non. Donc ça va, il n'y a pas besoin de comprendre en détail. Et donc là, on va suivre Elsie, qui est une vacataire à l'université et qui galère parce que les vacataires font énormément d'heures pour être payés, mais comme des petites cacas. Voilà, on va rester poli. Qui sont vraiment sous-payés par rapport aux heures qu'ils font, etc. Qui n'ont pas beaucoup de sécurité financière et bref, hein, c'est des jobs compliqués, et d'autant plus que là on est aux États-Unis. Mais j'ai trouvé que sur le traitement, on va dire des vacataires et de leurs conditions de vie, ça ressemble quand même vachement à ce que vivent aussi des vacataires en France. Bref, j'ai apprécié du coup ce point, évidemment, sur critique des conditions de vie des vacataires dans le milieu universitaire. Ça, c'était très très bien. Et du coup, elle va postuler pour être titulaire, et du coup avoir évidemment une meilleure sécurité financière, avoir une mutuelle, etc. parce que elle est diabétique, et du coup là pour le moment son traitement elle le paye de sa poche, et aux États-Unis voilà, ils connaissent pas la carte vitale, tout ça, donc ça coûte cher, ça coûte très cher.
Et le problème, c'est qu'elle se rend compte que dans le comité de sélection des titulaires, il y a son ennemi juré qui s'appelle Jack Smith Turner, qui est un rival académique dans le sens où elle est physicienne théoricienne. Lui est physicien expérimentaliste et qu'il a écrit un article universitaire qui démolit les physiciens théoriciens, qui a eu des conséquences sur la carrière de beaucoup de physiciens théoriciens, qui a réduit les budgets pour cette pratique, etc. Enfin, une catastrophe, quoi. Vous vous en doutez évidemment, c'est une romance, les choses vont se décanter, il va se passer des choses formidables. Mais en vrai, j'ai beaucoup aimé parce que en plus de la romance, on avait quand même une description de la hiérarchie dans les universités qui était pas mal, et surtout que même si ça se passe aux États-Unis, il y a des choses vachement en commun avec la France, comme je l'ai dit, le traitement des vacataires, mais il y a aussi le peu de place en postdoc. Les mentors qui, par jalousie, vont un peu te manipuler pour que tu ailles sur certaines voies, pour pas que tu les dépasses. Enfin, on va dire l'ego universitaire, qui est bien présent, hein, vu les histoires que j'ai pu entendre de camarades et de copains. Bref, Et puis en plus là on est quand même dans le milieu scientifique, donc en plus de la place des femmes dans la recherche scientifique, etc. Et voilà, donc en vrai, très sympa. Moi j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé, j'ai pas été trop cringe par la romance, parce que c'est vrai que parfois les romances me cringe un peu. Là franchement ça va, franchement j'ai bien aimé, j'ai passé un très bon temps à emballer mes cartons, c'était super. Donc là, on va passer à mon coup de cœur du mois, qui est une braise sous la cendre de Sabaa Tahir. En fait, pour tout vous expliquer, j'avais vu sur TikTok Milouchka, que j'adore suivre parce qu'elle est trop... Enfin, je la trouve genre super fun et tout. Et bon, il lui arrive souvent des petites histoires, notamment avec ce bouquin, parce que ça a été une petite péripétie pour le récupérer. Et je me suis dit, ah bah si elle a fait autant d'efforts et qu'après lecture, elle a vraiment aimé le bouquin, franchement, il y a moyen, vu les critiques qu'elle fait de certains bouquins que j'avais lus aussi et tout, il y a moyen que moi aussi j'aime. Du coup, je me suis dit, allez, hop, petit livre audio, c'est parti. J'ai kiffé. Donc, on va suivre. Alors, pour le cadre, on est un peu ambiance romantique, mais en même temps, on a un peu de mythologie avec des djinns, etc., des esprits, des forces un peu surnaturelles, on va dire. En vrai, j'ai un peu envie de vous faire un bon résumé, donc je pense que je vais juste lire, parce que ça sera un petit peu mieux, je pense. Le petit résumé. Laïa est une esclave, Elias un soldat, aucun d'eux n'est libre, car dans ce monde brutal rappelant la Rome antique, quiconque défie l'Empire risque l'exécution et la destruction de tout ce qui lui est cher. Laïa le sait bien, car sa famille a déjà payé un lourd tribut, mais le jour où son frère est arrêté pour trahison, elle n'a pas le choix, elle doit passer un dangereux marché avec les rebelles. En échange de leur aide pour faire libérer son frère, elle accepte de risquer sa vie en infiltrant la plus grande académie militaire de l'Empire. C'est là qu'elle rencontre Elias, le meilleur soldat de l'académie, et qui, pourtant, ne rêve que d'une chose, se libérer de la tyrannie dans laquelle il a été enrôlé de force. Laïa et lui vont bientôt réaliser que leurs destins s'entrecroisent et que leur choix pourrait bien influer sur l'avenir de l'Empire lui-même. Franchement, il était grave bien ce résumé. Je dis tout de suite un truc, mais genre Laïa et Elias sont censés être des ados, genre Laïa a 17 ans, Elias est un peu plus âgé je crois, mais pour moi, au niveau de leur réflexion, de leur maturité et tout, j'ai plus l'impression qu'ils ont la vingtaine passée, donc quand j'ai vu leur âge quand j'ai entendu leur âge, j'étais en mode ah bon, pour moi ils sont plus vieux, mais d'accord, ok, donc pas dans ma tête, ils auront pas 17 ans. Ils seront plus vieux dans ma tête. Mais c'est un banger, je vous le recommande fortement. Ce qui est bien aussi, c'est que souvent, dans les bouquins comme ça, la romance s'installe très vite en dépit
du scénario, du fil rouge, etc. on va dire. Là, c'est l'inverse. On sent évidemment qu'il va y avoir un rapprochement entre les deux protas, on n'est pas débiles, mais ça se fait extrêmement doucement et comment dire. Et dans le premier tome, il n'y a rien de... Genre, il n'y a pas des rapprochements trop flagrants et trop rapides, quoi. Voilà, je sais pas... Parce que j'essaie de pas vous spoiler non plus certaines choses, mais vraiment, ça fait plaisir. Donc du coup, d'à côté, on a Elias qui rêve que d'une chose, c'est de partir de cette académie, etc. Mais ça va être plus compliqué que prévu. Donc en fait, cette armée a totalement... coloniser le territoire où il est, hein, ça fait écho à certaines actualités, et il martyrise en fait la population, sauf qu'on a un Elias qui est un peu tiraillé face à ça, qui se dit moi je suis pas d'accord avec tout ça, genre je suis pas sans cœur et je veux pas être comme la grande commandante de cette école, je suis pas trop d'accord avec ce que fait l'empereur et tout, mais en même temps j'ai pas trop le choix parce que je vais me faire tuer ou on va tuer des proches à moi, etc. Et de l'autre côté on a Laia qui cherche qu'une chose, c'est sauver son frère et qui va s'allier avec les rebelles, mais peut-être que les rebelles ont un dessein plus grand et que la requête de Laia ne sera peut-être pas prise en compte ou pas prise en compte de la manière dont elle le voudrait elle. Donc il y a quand même pas mal de réflexions sur les deux camps, on va dire, les 2-3 camps même. Et vraiment, moi j'ai trouvé ça super. Et la fin du tome 1 se finit comme ça et m'abandonne et me laisse sans la suite là, comme ça. Vraiment, la fin, je la hais. Enfin, elle est très bien la fin, mais je la hais parce que t'as juste envie de savoir la suite. Sauf que je n'ai pas envie d'acheter un énième livre que je vais devoir encore emballer dans un carton. Donc j'attends la sortie de l'audio. Voilà, mais ça sera à la fin du mois. Mais enfin, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Parce que dans le tome 2, je pense que ça va être chaud. Franchement, il va se passer des trucs un peu chauds. Je dirais quand même pour un public averti parce que évidemment l'école militaire, on est dans une école avec que des hommes et seulement dans les promotions, enfin dans tous les X années, il y a une seule femme qui est choisie pour intégrer cette école militaire qui s'appelle Aquila. Qui, elle, par exemple, est totalement endoctrinée par l'Empire, etc., mais qui va peut-être un peu ouvrir les yeux, mais beaucoup moins que ceux d'Elias, par exemple. Donc, très intéressant aussi ce personnage. Mais du coup, forcément, donc école militaire avec que des hommes qui voient rarement des femmes et qui sont un peu des sauvageons, on va pas se le cacher. Il y a des tentatives d'agression sexuelle, de viol, etc. Donc voilà, ça peut trigger certaines personnes. Me semble-t-il, il y a quelques petites scènes de violence graphique. Dans mes souvenirs, oui. Moi, ça m'a pas choquée, mais j'ai une tolérance quand même haute, donc voilà, pour les plus jeunes quand même, je le conseillerais peut-être pas. Je pense lycée ça passe, collège peut-être à éviter, voilà. Mais vraiment j'ai juste envie d'aller lire le tome 2 quoi, enfin... Mais allez le lire, Une Bresse sous la cendre, allez le lire. En plus, je l'ai pas vu tant que ça sur TikTok. Après, en ce moment, je suis plus trop... Enfin, mon algorithme est plus trop sur le BookTok parce que j'essaye de l'enlever afin de ne pas me prendre des envies d'acheter 36 000 livres par jour. Voilà, tout simplement. Donc, j'essaye un peu d'enlever pour me préserver et je suis que certaines personnes. Voilà, je me limite. Mais Une Bresse sous la cendre, mais... allez-y les yeux fermés, franchement moi j'ai adoré, je peux que vous le recommander. Et je crois que ce sera tout pour ce bilan culturel. Je crois que, eh bien, on finit en beauté avec Une Bresse sous la cendre. Voilà, ça c'était beaucoup mieux que Le sang et la cendre. Enfin bon bref, c'est un autre sujet. Nous on se retrouvera je sais pas quand, normalement en janvier du coup pour la vidéo de Lily à Montmartre, je l'espère. En vrai, j'ai filmé les trucs et tout, mais c'est le montage. Faut que je monte et ça prend du temps parce que j'essaye de vous faire quand même des trucs un peu jolis. Mais voilà,
Ça sera tout pour aujourd'hui. Nous on se retrouve la prochaine fois. Salut!